à tous, merci de m'accueillir. Donc, je vais vous faire une présentation où on va essayer de parler beaucoup de retour d'expérience et donner des chiffres. Parce que comme souvent dans ce genre d'assemblée, on parle de choses, mais les gens ont du mal à mettre des chiffres dessus, à vraiment savoir qu'est-ce qui est vraiment concret, sur quoi on peut compter derrière. Donc, je vais essayer d'être le plus transparent possible sur des retours d'expérience mesurés. C'est pas des études, c'est des mesures que je vais vous parler. Donc, avant ça, je vais peut-être faire quelques mots parce que j'ai l'impression que dans l'assistance, tout le monde n'est pas forcément très au courant de la géothermie. Donc la géothermie, il y en a plein de sortes. Il y a des géothermies très profondes, à 4000 mètres de profondeur pour fabriquer de l'électricité. Il y a des géothermies avec des capteurs horizontaux dans le jardin, dont vous avez sûrement entendu parler pour faire du chauffage. Il y a des géothermies qui permettent où on prend de la chaleur dans une nappe phréatique, dans les sondes verticales, on en a beaucoup parlé. Il y a des géothermies aussi dans les fondations des bâtiments. Il y a des géothermies dans les égouts des villes, etc. Il y a plein de géothermies. En gros, une géothermie, c'est un système qui prend de la chaleur quelque part, donc pas dans l'air, parce que sinon c'est plutôt l'aérothermie, pour restituer cette chaleur. Donc quand je dis chaleur, c'est chaleur ou froid. Ici, on va essentiellement parler de géothermie sur sonde sèche. Donc la géothermie sur sonde sèche, une sonde sèche, c'est quoi? C'est des tuyaux qu'on enfonce dans le sol verticalement sur une profondeur qui va, en général, on est entre 100 et 150 mètres, un peu, ou 80 et 180 mètres. Bon, ça dépend des régions, ça dépend de pas mal de choses. Donc, c'est des tuyaux qu'on met dans le sol, dans un trou. On fait un trou qui fait à peu près 16-17 cm de diamètre. On met des tuyaux dedans. Et en fait, on crée un échangeur thermique avec le sol. C'est-à-dire que le simple fait de faire circuler l'eau dans le sol, d'envoyer de l'eau par exemple à 5 degrés dans le sol, si le sol est à 15 degrés, l'eau va se réchauffer petit à petit et on capte de la chaleur comme ça. En été, si on envoie de l'eau à 25 degrés dans le sol, l'eau va se refroidir et on va récupérer de la fraîcheur. Donc en fait, l'essentiel des géothermies dont on parle aujourd'hui pour les collectivités, c'est de la géothermie sur sonde sèche. La géothermie sur capteurs horizontaux, ça a beaucoup été fait quasiment que sur le particulier. C'est relativement en perte de vitesse parce que ça vieillit pas très bien sur le long terme. Donc, et la géothermie sur nappe phréatique, il y a des régions de France où c'est très développé parce qu'on a des nappes phréatiques qui le permettent. En Occitanie, c'est quand même relativement peu développé et donc c'est essentiellement de la sonde sèche, donc un échangeur thermique avec des tuyaux dans le sol, dans un forage vertical, qui permettent de capter la chaleur. Je ne sais pas si ça éclaircit un petit peu toute l'assemblée. Donc une installation, c'est quoi? Il y a un triptyque qui est le capteur géothermique, la sonde verticale, l'échangeur avec le sol. Là, donc, alors ça peut être un ou plusieurs forages. Quand on a besoin de plus de 200 mètres de forage, compte tenu de la GMI dont a parlé M. Percebois, en fait, on met plusieurs forages en parallèle pour augmenter la surface d'échange. Plus il y a de chaleur à capter dans le sol, plus il faut de forage, parce que plus il faut de surface d'échange pour capter de la chaleur, donc plus il faut de linéaire de forage. C'est pour ça que des fois on parle de 2, 4, 5, 10, 50, 100 forages suivant la taille du bâtiment, selon les besoins thermiques. Donc ça, c'est le premier élément qui va couvrir 80% des besoins en chauffage d'un bâtiment et 100% des besoins en rafraîchissement. Donc c'est la pièce maîtresse de l'installation géothermique. Le deuxième élément, c'est ce qui permet de transporter la chaleur qu'on a captée dans le sol. Parce que quand on capte de la chaleur à 10 ou 15 degrés, c'est pas comme ça qu'on chauffe un bâtiment. Donc il faut pouvoir porter cette chaleur à une température qui permet de chauffer le bâtiment. Donc c'est là qu'intervient la pompe à chaleur, qui est un transport de chaleur, comme dans un frigo, qui va prendre une certaine quantité d'énergie dans le sol à une certaine température, et qui va monter ce paquet d'énergie à une autre température pour l'envoyer soit dans de l'eau chaude sanitaire, soit dans des radiateurs, du plancher chauffant, etc. Donc le deuxième élément d'une installation géothermique, c'est la chaufferie qui est équipée de pompes à chaleur. Et le troisième élément de l'installation, c'est l'émission de la chaleur. Donc si on parle de chauffage ou de rafraîchissement, ça va être soit du plancher chauffant, soit des radiateurs, soit des ventiloconvecteurs, c'est-à-dire une sorte de radiateur soufflant, soit des plafonds rayonnants. Donc il y a plusieurs techniques d'émission de chaleur. Et en fait, une installation géothermique performante, il faut que l'ensemble de ces trois éléments soit cohérent. Bien évidemment, il faut aussi que le bâtiment soit bien isolé, parce que si vous avez une passoire thermique, ça va faire des grosses installations qui vont coûter beaucoup plus cher qu'une petite installation avec une reprise d'isolation du bâtiment. Donc bien comprendre, un échangeur thermique avec le sol, sonde géothermique dont on va parler aujourd'hui, une chaufferie avec des pompes à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est une machine qui transporte de l'énergie d'une certaine température à une autre température, et des émetteurs de chaleur. Est-ce que ça clarifie un petit peu le sujet dont on parle pour tout le monde? Donc là, je vais vous présenter quelques planches.
Alors tout d'abord, moi je suis le patron je suis le gérant de Bioénergie Diffusion. Donc c'est une entreprise que j'ai créée en 2005, ça fait 15 ans maintenant. On s'est spécialisé dans les énergies renouvelables thermiques par opposition aux énergies renouvelables électriques que sont le photovoltaïque et l'éolien. Donc nous on fait que de l'énergie renouvelable thermique, donc solaire thermique, géothermie, pompe à chaleur RO et puis ce genre de choses. Et on s'est hyper spécialisé dans tout ce qui touche à la géothermie, hein, et on est capable, donc en particulier sur sonde sèche, hein, et on est capable d'accompagner les clients pour aller chercher des subventions. On est capable de faire ce qu'on appelle les tests de réponse thermique, c'est-à-dire en fait de mesurer la performance de l'échangeur dans le sous-sol. Hein, donc on fait un forage, on instrumente et on mesure ses performances. On fait beaucoup aussi de suivi des performances des installations qu'on a réalisées, hein, c'est-à-dire que sur des grands nombres d'années, on va dire, les plus anciennes ayant 15 ans, on suit les installations parce qu'on apprend énormément du retour d'expérience. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile dans une géothermie, c'est pas faire des forages, c'est pas faire des pompes à chaleur, contrairement à ce qu'on croit, c'est de bien dimensionner les besoins. Si vous surdimensionnez les besoins de puissance. Supposons que vous ayez besoin de 50 kW, dans la vraie vie vous avez besoin de 50 kW pour un bâtiment, et que en prenant des marges ci de là, vous installez 100 kW. Hein, l'installation va vous coûter 2 fois plus cher. Vous serez avec une chaudière classique, ça serait peut-être 10% de plus. Là, en géothermie, vous allez doubler le coût de l'installation. Et cerise sur le gâteau, je ne sais pas si on peut appeler ça une cerise, comme l'installation sera mal dimensionnée, vous n'aurez plus le droit aux aides de l'ADEME. Donc c'est à double peine. C'est-à-dire que vous allez payer 4 fois plus cher l'installation parce que vous aurez mal évalué les besoins du bâtiment. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est de bien évaluer les besoins d'un bâtiment. C'est ça la clé d'un dimensionnement. Et pour bien évaluer les bâtiments, il ne suffit pas de faire tourner les logiciels parce que les logiciels, c'est des modèles. Et si les modèles ne sont pas recalés, ça peut donner n'importe quoi. Donc ce qui est important, c'est de recaler les modèles, donc les logiciels qu'on utilise, pour voir s'il y a une cohérence entre les prédictions et la réalité. D'où l'intérêt de suivre très précisément les bâtiments, hein, pour mesurer, donc suivant que c'est un bâtiment de plein pied, pas de plein pied, tel type d'isolation, tel type d'usage, etc. On fait ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire qu'on met toutes ces informations et on essaye de tirer des statistiques, hein, des performances des bâtiments, et quand il y a un bâtiment qui est plus performant ou moins performant que la moyenne, on essaye de comprendre pourquoi, pour améliorer les choses. Donc l'expérience et l'apprentissage de suivi des bâtiments, c'est un élément clé, on va dire, pour bien dimensionner une installation et bien mettre sa puissance. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous présente quelques résultats qui sont assez intéressants. Donc nous aujourd'hui, on a réalisé quasiment, on est à 480 installations depuis 15 ans, donc ça vous donne, on peut commencer à parler de big data, et on a quasiment une centaine d'installations sur des bâtiments de grande taille, privés ou publics. Alors ça peut être des crèches, des écoles, des mairies, des zoos, on a chauffé des girafes, on a chauffé plein de choses. Donc on a quand même pas mal d'éléments, et je vais vous présenter un peu tout ça. Donc là sur cette planche, on voit que un peu tous les projets tertiaires qu'on a eu l'occasion de faire. Donc c'est pas très très net, mais comme je vous dis, il y a un peu de tout. Hein. Donc à peu près tout bâtiment où on traite avec de l'eau froide mais pas trop froide, ou de l'eau chaude mais pas trop chaude, on peut le faire en géothermie. Une des forces de la géothermie, c'est qu'avec un seul système, vous pouvez faire 100% du chauffage, 100% de l'eau chaude sanitaire, 100% du rafraîchissement, dans quasiment tous les cas de figure. Hein. Donc avec un système unique. Donc l'application des systèmes peut coûter cher. Donc l'avantage, c'est qu'on peut avoir un truc qui est peu connu, donc ça inquiète, mais qui est relativement simple. Donc là, j'ai entouré 4 types de bâtiments que je vais vous présenter plus en détail. Donc dans la catégorie crèche-école, je vais vous présenter une crèche qu'on a réalisée en 2012, qui fait à peu près 1200 m² de plancher, avec 1100 mètres de forage, qui fait du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, du rafraîchissement. On a 2 pompes à chaleur qui font un total de 47 kW. Après, il y a un bâtiment dans la catégorie bureau, hein, donc qui a été le premier bâtiment prouvé à énergie positive en France, hein, qu'on a réalisé en 2009, hein, donc ça fait déjà quelques années. Un petit millier de mètres carrés, pareil, 800 mètres de forage, chauffage, eau chaude et rafraîchissement, avec 2 machines de 34 kW.
Après, dans la catégorie logement, on va dire, logement EHPAD, je vais vous présenter un immeuble des années 60, hein, donc très très mal isolé. Hein, ils ont une barre d'immeuble des années 60, qui était une véritable passoire thermique, qui a été rénovée et dont les chaudières ont été remplacées par de la géothermie. Donc là, c'est une rénovation avec une distribution avec des radiateurs existants. Donc c'est un cas un peu particulier. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est une usine à Pamiers, donc en Ariège, on l'a entièrement équipé en géothermie. Tous les bâtiments ont été équipés en géothermie. Et le premier qu'on a fait, en 2011, c'était un grand hangar de 3500 mètres carrés à peu près, donc 35 000 mètres cubes, qui est équipé de 24 forages de 100 mètres et puis de 235 kW de pompe à chaleur, avec une particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle une thermofrigopompe. Donc c'est un nom savant qui veut dire qu'on produit simultanément du chaud et du froid. Donc pompe à chaleur, ça reprend de la chaleur quelque part, donc ça produit du froid quelque part, et ça l'envoie ailleurs, ça produit du chaud. Ben, ce froid, plutôt que de l'envoyer dans le sol, on peut s'en servir pour refroidir un process industriel, pour faire plein de choses. Hein. Donc les bâtiments qui ont besoin de chaud et de froid en quantité significative et simultanée, les pompes à chaleur montées, ce qu'on appelle en thermofrigopompe, permettent, en consommant une seule fois, en faisant tourner une seule fois le compresseur, à produire du chaud et du froid. Donc si on parle de COP système, on va dire, de performance système, la puissance chaud plus la puissance froid divisée par la consommation électrique, on arrive à des ratios qui sont de 9, 10, hein, donc c'est des performances qui sont assez exceptionnelles. Alors, quelques hypothèses pour bien se comprendre. Déjà, le mot COP. Un COP, c'est un mot que toutes les personnes qui travaillent sur les pompes à chaleur disent à tous les 4 matins. Ça veut dire coefficient de performance. Hein, et coefficient de performance, c'est tout simplement le rapport entre l'énergie qu'on produit, la chaleur qu'on envoie dans le bâtiment, et l'énergie qu'on consomme, qui en général est de l'énergie électrique. Donc, si on dit un COP de 5, ça veut dire qu'on va produire 5 kW quand on consomme 1 kW. Hein. Donc, et après, il y a le COP de la machine elle-même, hein, la pompe à chaleur, hein, qui prend de l'électricité et puis qui envoie de la chaleur. Mais dans une installation, il n'y a pas que la pompe à chaleur, il y a des circulateurs, des pompes de circulation qui font circuler l'eau, il y a des régulateurs, il y a tout un tas de choses. Et tous les chiffres que je vais donner par la suite, c'est les COP système, hein, c'est les COP de l'ensemble de la chaufferie. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est combien la chaufferie envoie de chaleur, hein, qui est utilisée par les émetteurs, et combien elle consomme d'électricité, toutes les fonctionnalités de la chaufferie comprises, pas uniquement la pompe à chaleur. Les ordres de grandeur, il faut savoir que la pompe à chaleur, elle consomme en général entre 75, quand c'est bien fait, hein, il y a des cas de figure où c'est pas le cas, mais quand c'est bien fait, la pompe à chaleur consomme en général 75-80% de la consommation de la chaufferie. Et après, donc c'est essentiellement les circulateurs qui consomment le reste, et en particulier les circulateurs pendant l'été, hein, parce qu'en été il n'y a que les circulateurs qui tournent, quand on fait ce qu'on appelle du géocooling. Donc je vous ai pas dit, le géocooling, c'est, vous avez compris qu'en hiver, le sol étant plus froid que la température où il y a besoin de chauffer les bâtiments, on est obligé d'avoir une pompe à chaleur pour monter la température de l'eau qu'on fait circuler dans le sol, dans le bâtiment. En été, on a la chance d'avoir un sol qui est plus frais que la température de confort dans le bâtiment. Donc là, la simple circulation de l'eau qui passe dans les forages et qui passe dans les émetteurs, la simple circulation de l'eau rafraîchit le bâtiment. Comme si vous aviez une rivière qui passait devant chez vous, ça rafraîchit l'air devant chez vous. Ben là, vous avez l'eau du forage qui passe dans les émetteurs, une simple circulation, il y a juste une petite pompinette de circulation d'eau qui fait circuler l'eau, ça suffit à rafraîchir. Et c'est ça qu'on appelle le géocooling, c'est-à-dire que c'est un système qui consomme quasiment rien. Hein, mais par contre, les pompes tournent pendant tout l'été. Hein, et comme la pompe à chaleur ne consomme pas tant que ça en hiver, eh ben, ça peut représenter 5 à 10% de la consommation totale à l'année de la chaufferie, les pompes de géocooling. Toutes les packs que j'ai comparés sont des packs plutôt haut de gamme de marque Viessmann. C'est sûrement une marque dont vous avez entendu parler. Et toutes ces packs sont équipées d'une instrumentation qui mesure les consommations d'énergie, l'énergie distribuée, etc. Et toutes les installations sont dans des géologies similaires. Hein, j'ai pu comparer une installation, on n'a pas fait, mais une installation faite dans le nord de l'Allemagne avec une installation faite à Perpignan. C'est pas tout à fait le même climat et la même géologie. Donc toutes les installations sont en plaine, dans la grande région toulousaine, on va dire, hein, la large région toulousaine, dans un rayon de kilomètres à peu près, avec un climat relativement similaire de partout.
Donc là, quelques photos pour vous illustrer un peu à quoi peut ressembler une installation géothermique. Donc là, vous avez une installation qui fait à peu près 150 kW pour une usine, hein, donc c'est quand même une installation assez conséquente. Là, vous avez des installations, une installation un peu plus petite qui fait à peu près 40 kW. Hein. Vous voyez tous les forages qui arrivent ici. La taille de chacune de ces machines, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la taille d'une machine à laver. Hein, vous voyez, donc c'est pas gigantesque. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille des produits. Et là, c'est une foreuse. Hein, donc c'est déjà un gros engin, hein, donc c'est assez impressionnant quand ça arrive sur un chantier, surtout qu'il n'y a pas que la foreuse, il y a aussi des bennes pour évacuer les boues qu'on sort du sol, il y a éventuellement un compresseur d'air, vous avez un Manitou aussi, ici vous avez souvent une mini-pelle, donc un atelier de forage, c'est assez impressionnant, mais on arrive à forer des fois dans des mouchoirs de poche, hein, donc c'est rare qu'on ne puisse pas faire les forages. Donc les résultats, vous verrez que dans les planches d'après, les copes chaufferies varie, dans les exemples que je vais vous donner, entre 3,9 et 6,3. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre 3,9 et 6,3 entre ce qu'on produit comme énergie et ce qu'on consomme comme énergie. Donc ça peut paraître important, mais on va vous expliquer pourquoi il y a des écarts aussi importants. Et on a des consommations entre 11 et 21 kWh par an et par mètre carré. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le kilowattheure aujourd'hui, en termes de consommation, ça vaut à peu près 15 centimes le kilowattheure en électricité. Donc c'est un tarif moyen en France, toutes taxes comprises. Donc 11 kWh, ça veut dire que ça fait à peu près 1,5 €. Donc là, tous les bâtiments entre 1,5 € et 3 € par mètre carré à l'année. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous parlez d'une maison de 200 mètres carrés par exemple, une belle maison de 200 mètres carrés, on va être à peu près au milieu, là, une quinzaine de kilowattheures par an et par mètre carré typiquement. Donc vous voyez, on est autour de 200 € pour faire chauffage, eau chaude et rafraîchissement sur une maison de 200 mètres carrés. C'est des chiffres qui sont tellement bas que quand on voit un client qui s'intéresse à la géothermie, il ne croit pas. C'est pas possible. C'est ce qu'on mesure. Hein. Donc on a vraiment des performances qui sont... Hein. Certes, c'est cher la géothermie, mais on fait du chaud et du froid sans défigurer la façade avec des clims, etc. Ça marche quelles que soient les conditions climatiques, qu'il fasse moins 50 dehors ou plus 50 dehors, contrairement à la PAC RR. Donc il n'y a pas de problème d'esthétique, pas de problème de non-performance quand il fait très froid. Durée de vie qui est 2 fois supérieure sur une PAC géothermique par rapport à une aérothermie et qui est quasiment infinie sur les sondes, donc une maintenance qui est plus faible et une performance qui est hallucinante. Donc sur le long terme, la géothermie est toujours meilleure économiquement. Hein, toujours. Sur le court terme, c'est cher, mais sur le long terme, c'est toujours meilleur. Donc pourquoi de tels écarts? Donc bien évidemment, la qualité d'isolation du bâtiment, la température à laquelle on chauffe, tout ça, bien évidemment, ça va jouer sur les consommations. Hein. Mais plus important de ça, ça va être les régimes d'eau. Si vous faites du chauffage avec de l'eau à 50 degrés ou si vous faites du chauffage avec de l'eau à 35 degrés, hein, donc plus vous travaillez à basse température, plus vous serez performant. Hein, entre des radiateurs qui fonctionnent à 50 degrés régulièrement ou un système optimisé avec une température optimisée sur un plancher chauffant, vous avez plus d'un facteur 2 sur la consommation annuelle de la pompe à chaleur. Donc le fait de travailler à basse température, c'est pour ça que les émetteurs et le bâtiment, c'est quelque chose d'important dans le système. Le fait de travailler à basse température va beaucoup influencer la performance du bâtiment. Hein. Si on veut avoir un bâtiment intéressant, il y a 2 critères à respecter. Il faut avoir un bon COP, ça veut dire que le système est optimisé, la pompe à chaleur est optimisée parce que elle est la plus efficiente possible. Et il faut aussi avoir une faible consommation, parce que si on a une haute consommation, ça veut dire que soit le bâtiment est mal isolé, soit il y a un problème sur le fonctionnement du bâtiment. Donc les 2 critères sont importants. Faible consommation à l'année au mètre carré et bon COP, hein, c'est les 2 critères à surveiller. Donc je vais vous donner quelques courbes. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif, mais ça vous montre un peu un exemple de... Là c'est des kilowattheures, donc c'est de l'énergie, hein, et là c'est des dates. Vous voyez là c'est un suivi sur 1, 2, 3, il y a 4 ans de suivi sur cette installation par exemple. Le bureau de Gamba Acoustique, ça a été le premier bâtiment prouvé à énergie positive en France, hein, et la géothermie il y est pour beaucoup. Donc là on a un bâtiment qui consomme 11 kWh par an par mètre carré.
Et dans ces 11 kWh, il y a 1 kWh par an et par mètre carré qui est pour le géocooling, pour le free cooling. C'est un autre, ça veut dire la même chose, géocooling, free cooling. Et on a un COP moyen de la chaufferie qui est de 4,8, hein, qui est correct, hein, qui est même pas mal, mais sans plus. On voit là, donc sur les histogrammes, en violet foncé, c'est la consommation du mois de janvier 2010, par exemple. Et la grande barre juste à côté, hein, donc en violet clair, c'est l'énergie produite. Donc on voit qu'il y a en gros un facteur 5 entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Et là, cette courbe-là, c'est le fameux COP. Hein, vous voyez qu'il oscille entre 4 et 5. Alors vous allez dire, pourquoi en été on a un COP de 4 et qu'en hiver on a un COP de 5? Tout simplement parce qu'en été, on fait que de l'eau chaude sanitaire, on ne fait pas de chauffage. Hein. Et comme l'eau chaude sanitaire est à beaucoup plus haute température que le chauffage, la pompe à chaleur est moins performante, donc le COP est moins performant. Donc en été, c'est l'eau chaude sanitaire qui est prépondérante, donc on a le COP de l'eau chaude sanitaire. Et en hiver, c'est le chauffage qui est prépondérant, donc même s'il y a un peu d'eau chaude sanitaire, ça va être le COP du chauffage qu'on va voir en premier lieu. Donc là, ça vous montre un exemple de suivi d'installation. Cette installation, si on essaie d'analyser ce qui s'est passé, c'est une installation qui est bien, qui n'est pas exceptionnelle en termes de performance, mais qui est bien. Et les principaux points, on va dire, pénalisants d'installation, c'est que le client, pour des raisons de qualité d'air, a choisi de mettre des centrales de traitement d'air avec un débit qui soit le triple de la réglementation en termes de qualité d'air. Et c'est des centrales de traitement d'air qui sont relativement de technologie ancienne par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça génère des besoins pour éviter l'inconfort d'un air soufflé trop froid sur les occupants. Ça nécessite de pas mal chauffer l'air qui passe dans la centrale de traitement d'air et donc d'utiliser de l'eau assez chaude, et ça a pas mal pénalisé le COP et la performance de l'installation. On aurait eu une centrale de traitement d'air qui permettait de travailler avec de l'eau à plus basse température et puis avec des débits d'air plus faibles. On aurait été de l'ordre de 6 à 7 kWh par an et par mètre carré. Mais là, c'est un choix du client qui a voulu maximiser la qualité d'air de l'installation. Donc là, toujours sur Gamba, comme c'est un bâtiment qui est extrêmement suivi parce que le client est très intéressé à ces sujets-là et ça a été une première en France. Donc on voit, juste, je peux revenir une planche en ouais. On voit là la consommation, là, les quasiment 11, 10,7 kWh par an et par mètre. Pardon? Ah, je suis dans les temps là. Je suis dans les temps. On voit là, les 10,7 kWh, mais on voit que les autres postes, par exemple, on a tout ce qui est la ventilation, qui est presque autant que le chauffage, tout ce qui est l'éclairage ici. Hein, donc c'est des postes qui ne sont pas négligeables. Hein, quand on a un chauffage super performant, les postes comme l'éclairage deviennent non négligeables. Et c'est un bâtiment dont les besoins bureautiques inclus est de 37 kWh par an et par mètre carré, et qui produit en photovoltaïque quasiment 67 kWh par an et par mètre carré. Voilà, donc ça vous donne un peu le bilan de ce qu'on arrive à obtenir en travaillant bien sur un bâtiment. Et ça fait déjà 10 ans qu'on fait ça. Donc là, je vais passer rapidement. Là, c'est un exemple de crèche. Hein, donc on voit de la manière toutes les courbes de performance. On ne va pas m'attarder là-dessus. Hein, donc il y a la synthèse des COP et des kilowattheures par an. Donc là, c'est toujours le même type de présentation. Donc là, on a une consommation de 21 kWh par an qui est très élevée. Donc très élevée, pour rester très élevée pour de la géothermie, je m'entends. Hein, et on a un COP qui n'est pas très bon. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une part très importante d'eau chaude sanitaire, parce que c'est un immeuble d'une vingtaine d'appartements, donc avec une grosse consommation d'eau chaude sanitaire, donc des besoins qui sont beaucoup plus importants que dans des bureaux ou dans une crèche par exemple. Et d'autre part, donc comme l'eau chaude sanitaire c'est à haute température, le COP n'est pas très bon, mais comme en plus c'est des vieux radiateurs qui travaillent aussi à haute température pour chauffer le bâtiment, le chauffage n'est pas aussi bon que ce qu'on pourrait avoir avec des planchers chauffants. Donc ces deux éléments, donc grosse consommation d'eau chaude sanitaire plus émetteur moins performant parce qu'on a récupéré l'existant, donne des performances qui sont moins bonnes que les autres qu'on a pu voir précédemment, mais qui restent tout à fait honorables pour un immeuble des années 60 qui quand même c'est un bloc de béton, hein, c'est avec des gros trous dans toutes les menuiseries. Hein, donc voilà. Donc MAP Aéro, donc c'est déjà un truc qui est plus complexe parce que c'est la fameuse thermofrigo-pompe que je vous ai expliqué.
Donc là, on voit qu'on a un COP système de 6,3. Et si on avait intégré la production de froid, parce que c'est une thermofrigopompe, on s'aperçoit qu'on a un COP système de 9,5. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on produit en moyenne à l'année et ce qu'on consomme en moyenne à l'année, on a un COP de 9,5, ce qui est absolument énorme, hein, donc ça c'est fabuleux. Par contre, je ne sais plus où je l'ai mis, on a une vingtaine de... Voilà, 21 kWh par an et par mètre carré. Donc là, on a une valeur assez élevée, mais il faut savoir que 2 tiers, pour pas dire les 3 quarts de valeur là, c'est uniquement le refroidissement du process industriel de l'usine 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Donc, pour donner tout de même un chiffre qui est très parlant, pour refroidir le process industriel de l'usine et chauffer, refroidir un bâtiment de 35 000 m3, on consomme moins d'énergie que l'ancien système qui faisait que le refroidissement du process industriel. C'est-à-dire qu'en gros, on a tout un bâtiment de 35 000 m3 qui est chauffé, refroidi gratuitement par rapport au système qu'ils avaient avant. Ça vous donne un peu une image des performances. Donc en synthèse, il faut un bâtiment bien isolé, des températures d'eau les plus basses possibles pour être performant, faire attention aux consommations induites par les moteurs de ventiloconvecteurs, les pompes, etc. Et privilégier les émetteurs de géocooling pour l'été. Donc en conclusion, quand on a des hypothèses qui sont bien respectées sur l'isolation du bâtiment, sur la qualité des émetteurs, etc., on arrive à obtenir des COP qui tournent autour de 6, hein, et des COP pour l'eau chaude sanitaire qui tournent autour de 4, et des consommations annuelles qui sont à moins d'1,5 € par an et par mètre carré pour chauffage, eau chaude et rafraîchissement. Par contre, dès qu'on ne fait pas attention sur certains points, les performances elles peuvent se dégrader. COP de 5, COP de 4. Hein, j'ai même vu des installations, quand c'est pas très bien posé ou avec du matériel de qualité un peu moyenne, où on a des COP compris entre 1 et 2. Hein, donc c'est pas, faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Hein. Donc le COP peut très vite chuter. Mais quand c'est bien fait, on atteint des COP entre 5 et 6 sans trop de difficultés. En conclusion, quand la géothermie est toujours bien faite, hein, donc on a toujours des performances qui sont exceptionnelles. Hein. On peut toujours faire mieux, mais on a déjà des trucs très bons. Par contre, il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça n'y paraît. L'ADEME a fait des expertises sur 35 installations, donc en Champagne-Ardenne et en Occitanie, et malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui ont des COP qui sont inférieurs à 3. Hein, donc, c'est pas très difficile à faire, mais il faut tout de même s'adresser à des gens qui savent faire. On n'est pas obligé de parler des erreurs. Je ne sais pas si vous voulez... On m'avait demandé de rajouter ça, donc éventuellement on peut en toucher faire des questions et puis en toucher 2 mots après. Hein. Combien d'années ça prend pour que ce soit amorti à peu près? Par rapport au photovoltaïque, on dit 6 ou 7 ans. J'aimerais bien savoir combien d'années ça prend pour que ce soit... Ça dépend de quoi, par rapport à quoi on compare. Si on n'a pas accès au gaz de ville, hein, si on est sur des énergies fossiles chères comme le propane ou le fioul, hein, donc il y a quand même beaucoup d'endroits où on n'a pas accès au gaz de ville, et qu'on veut faire du chaud et du froid, qu'on a la double fonction chaud et froid, par rapport à un système classique chaudière plus clim, c'est amorti dans l'année, on va dire. Hein, donc c'est quasiment immédiatement. Ça coûte, grâce aux aides, ça coûte pas plus cher qu'un système. Grâce aux aides, ça coûte pas plus cher qu'un système classique de chaudière plus une clim. Si on fait que du chauffage, pas de rafraîchissement avec des énergies chères comme le fioul et le propane, grâce aux aides, on est sur des durées d'amortissement entre 5 et 10 ans. Si on compare par rapport à une énergie pas chère comme le gaz de ville, mais avec des besoins de clim, sachant qu'en bâtiment tertiaire, maintenant on met toujours du rafraîchissement, on est sur des durées d'amortissement qui sont également autour de 5 à 10 ans, parce que le gaz de ville est pas cher. Si vous faites du chauffage seul, et que vous avez accès au gaz naturel, au gaz de ville, par ailleurs, là, clairement, on est sur des durées d'amortissement qui vont plutôt s'approcher de la quinzaine, voire de la vingtaine d'années. Donc ça dépend beaucoup du type de bâtiment. Donc toutes les régions diffuses qui n'ont pas accès au gaz de ville, hein, si en plus il n'y a pas besoin de faire de rafraîchissement, hein, le gaz de ville n'étant pas là, la géothermie est très intéressante. Hein. Après, vous m'avez parlé de la clim RR. La clim RR pose beaucoup d'autres problèmes environnementaux, esthétiques, bruit, coût d'entretien, etc. Donc c'est difficile à comparer, mais par rapport au système classique, il n'y a que le chauffage seul avec le gaz naturel qui est difficile à concurrencer d'un point de vue strictement financier.
En fait, la problématique qu'il explique, elle n'est pas due aux problématiques de l'installateur, parce que le côté, si on est dans le neuf, effectivement, le maître d'ouvrage est soumis à respecter la réglementation thermique, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que le bureau d'études, lui, il n'aura pas le choix de sortir un chiffre qui dit que réglementairement, pour que le bâtiment soit conforme et que le maître d'ouvrage puisse le sortir de terre, c'est ça c'est le problème juridique. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Si le côté réglementaire lui dit qu'il faut poser 300 kg, il n'y a personne au monde qui pourra poser moins de 300 kg. Parce que réglementairement, juridiquement, le bâtiment ne tient pas. Il faut le comprendre, ça. Nous, à l'association, c'est un sacré problème. L'État est au courant. Donc, en fait, le but là, du système, c'est de parler avec le bureau d'études pour voir si dans les taquets qu'il a mis, parce que si on rentre et si on saisit bien la géothermie, on a fait une étude de 2 ans qu'on a remis à l'État là sur ça, sur le taquet de la surpuissance dans le moteur. En plus, moi, j'étais président de la direction, enfin, du comité directeur, donc je connais bien le sujet. Et en fait, si on saisit bien, c'est une compétence du bureau d'études. S'il saisit bien le système thermodynamique, donc en l'occurrence la géothermie, on se retrouve avec des puissances comparées à une STD, donc une simulation thermodynamique qui est beaucoup plus fine que la réglementation, globalement à 20% d'écart. Donc on est très proche, même si on est en train de travailler sur le sujet du moteur de calcul qui, lui, pénalise toutes les énergies renouvelables et notamment encore plus la géothermie, parce que, comme il l'a dit, si je monte 2 fois la puissance, j'augmente quasiment de 2 fois l'investissement pour le client. Donc c'est un vrai sujet filière qu'il faut travailler tous ensemble, parce que c'est subi par la profession, c'est subi. Voilà.